Bonjour Guy Tapi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà. Merci donc d'avoir accepté de faire cette intervention en différé. Non, c'est pas en différé, c'est en Direct. duplex, en direct et en duplex. Oui. Donc, la question, vous la connaissez, c'est les centres. Et donc, comme il faut que je ne vous coupe pas trop, je vous laisse parler de façon à ce que vous puissiez nous faire votre intervention liminaire dans cette rencontre débat. Alors d'abord la question rituelle, est-ce que vous me voyez et vous m'entendez bien? On vous entend très bien et on vous voit. D'accord. Donc c'est parfait. Très bien. Alors juste une précision, je ne suis pas l'auteur de ce rapport sur le groupe national sur l'architecture, j'en suis un des contributeurs, bien sûr. Hein. Alors, je vais présenter une réflexion sur les centres-villes. C'est un peu une réflexion particulière parce que je ne suis pas vraiment non plus un spécialiste, et je vais m'en expliquer pourquoi, des centres urbains. Donc je suis professeur de sociologie à l'école d'architecture et du paysage de Bordeaux. Je suis chercheur au centre Émile Durkheim. Allô? Vous m'entendez? Oui. Moi, ok. Et je dirige aussi des thèses, en particulier qui m'amènent à comprendre au fond les processus aujourd'hui de métropolisation dans l'espace mondial. Donc c'est pas simplement les situations françaises qui m'intéressent, mais c'est tout autant les situations d'autres métropoles dans diverses régions. Alors j'ai deux manières de travailler sur la production de la ville. C'est d'abord d'analyser les systèmes d'acteurs, à savoir au fond quels sont les principaux acteurs qui contribuent au développement de la ville, à la production de l'espace bâti contemporain. Et bien sûr, les centres-villes en font partie, comme d'autres parties de la métropole. Et j'ai aussi une spécialité, entre guillemets, sur les questions d'habitat. Dans ce travail de réflexion aujourd'hui, pour cerner les modes de vie contemporains, les modes de vie urbains contemporains, je m'appuie beaucoup avec mes collègues sur l'analyse des projets urbains, des projets territoriaux qui ont pour vocation de transformer les villes ou différentes parties des villes. Alors, à l'origine, c'est vrai que j'ai été surpris par la demande de Monsieur Laine pour participer à cette table ronde sur ce thème. Parce que, comme je l'ai dit, je n'avais pas forcément, en tant que chercheur, travaillé spécifiquement et de manière approfondie sur la dynamique des centres-villes. Par exemple, comme le font d'autres collègues, sur les enjeux patrimoniaux et sur l'importance de l'héritage urbain, sur les pratiques, sur le développement touristique contemporain et ses effets. Et bien sûr, les centres-villes en sont des supports très importants, sur les activités sociales spécifiques que supportent les centres-villes. Et pourtant, dans mes travaux, en y réfléchissant, après cette demande et cet échange avec Monsieur Laine, je m'en suis rendu compte que j'en parlais tout le temps, un peu en creux. D'abord, je m'intéresse beaucoup à l'opposition centre et périphérie urbaine, notamment dans le domaine de l'habitat, où le contraste entre l'habitat pavillonnaire des périphéries urbaines et l'habitat très dense et patrimonial des centres est une opposition assez classique que j'avais plus ou moins travaillé. Sur la ségrégation spatiale aussi, et là tous les sociologues travaillent sur la ségrégation spatiale pour montrer comment au fond l'espace et le cadre de vie traduit la distribution des populations sur un territoire donné. Et un sociologue comme Jacques Danzelot avait mis l'accent justement sur la spécificité des centres-villes. Je me suis intéressé aussi aux centres-villes au travers de la question de la mobilité, où
à partir du cas bordelais, mais pas que du cas bordelais, où on se rend compte qu'aujourd'hui la pratique des habitants qui habitent les centres urbains en matière de mobilité est assez différente, bien sûr, de ceux qui habitent à la périphérie des villes. Et de ce côté-là, on a l'impression que ceux qui habitent les centres urbains, ils ont des pratiques de mobilité beaucoup plus diversifiées et innovantes par rapport aux périurbains en matière qui utilisent beaucoup plus, et c'est normal, la voiture. Et puis sur les effets de la densité aussi, et sur les pratiques et les représentations de l'habitat, ou en quoi le centre-ville apparaît comme étant au fond une forme durable de densité pour intégrer quelques éléments du développement durable dans ce domaine-là. Et finalement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dès que les villes se sont étendues et métropolisées, parce que effectivement les centres ils doivent être pour moi appréhendés en lien avec ce processus de métropolisation, c'est l'importance accordée aux espaces publics centraux. Et bien sûr, je le définis comme étant ces espaces publics, dans une tradition quand même européenne bien ancrée, comme étant le théâtre de l'engagement des autorités publiques, des élites et des experts pour projeter la ville du futur. Et à Bordeaux en particulier, mais dans beaucoup d'autres villes, ça s'est fait au travers de l'aménagement d'espaces publics. Et ça, je l'avais observé in situ dans les transformations de la ville de Bordeaux, qui apparaît comme étant au fond aussi un exemple aujourd'hui. Il fait exemple dans ces transformations-là, et le rôle qu'a pu jouer l'espace public. Et donc c'est au travers de cette grille des espaces publics que moi j'ai proposé à Frédéric Lehn de contribuer à cet ouvrage et à cette table ronde. Alors, pour être plus précis, à Bordeaux, la requalification des berges du fleuve substitue un parc urbain d'une 40aine d'hectares, ce qui est important, aux anciennes activités portuaires. C'est bien sûr un processus qui s'est passé dans beaucoup d'autres villes. Peut-être qu'à Bordeaux, ça s'est fait de manière plus récente. Il faut voir qu'à partir des années 60, ce qu'on avait constaté, c'est la désindustrialisation des activités portuaires, et par contre, toutes les activités délaissées devenaient des parkings à voitures. Les années 60, mais vous le connaissez, vous savez tous, c'est au fond l'imposition du modèle de l'automobile dans l'organisation des villes. Par contre, au tournant des années 2000, donc presque 40 ans plus tard, des politiques urbaines très volontaristes, au moins à Bordeaux, des projets majeurs sur le territoire vont transformer l'usage de la ville et ses représentations. Et en particulier au travers de l'aménagement des quais rive gauche, mais aussi de la construction du tramway, et surtout aussi du réaménagement des espaces publics proches des lignes de tramway. Donc là, il y a vraiment une transformation assez radicale de la ville au travers de l'aménagement de ces espaces publics. C'est presque, moi j'ai l'habitude de dire une révolution, parce que c'est quelque chose qui, du point de vue des pratiques et de l'image que l'on avait de Bordeaux en particulier, a été un vecteur de transformation très important. Alors, le projet des quais rive gauche, pour en dire un tout petit peu plus, il a été conçu par le paysagiste Michel Corajou, qui a été lauréat d'un concours d'aménagement en 1999. Et en 2010, quasiment, les quais ont été terminés. Donc une dizaine d'années pour réaliser l'aménagement de ces 40 hectares, ce qui n'est pas forcément très long au regard des transformations qu'il a fallu réaliser. Mais en amont, il y avait eu déjà une vingtaine d'années de projets, de réflexions, de projets souvent abandonnés qui satisfaisaient pas d'une certaine manière la société locale.
alors que cet aménagement-là s'est imposé à la fin des années 90 et aujourd'hui est devenu une référence dans le domaine des pratiques des Bordelais, mais des pratiques des touristes aussi, bien sûr. Et alors, ce qu'on constate, c'est aussi, au travers de cet aménagement public, c'est la diversité des catégories de population qui sont venues réinvestir le centre-ville. Et on y trouve aussi bien des familles, des sportifs, et là je cite un peu des étudiants, des couples, des touristes, même des migrants qui, au fond, y viennent pour profiter de cet espace public-là qui est à la disposition, à la disposition de tous. Et c'est, en plus, c'est un lieu, bien sûr, qui est proche, qui est le long de la Garonne, et c'est un lieu qui est évocateur, qui a un imaginaire évocateur avec l'idée de voyage. Alors bien sûr, en fonction du moment de la journée, de la semaine, de la météo, chaque pratiquant va y trouver matière. Ça peut être la flânerie, la rêverie, la marche aussi, bien sûr. Et c'est surtout la rupture avec des rythmes de vie contraints par souvent la vie professionnelle. Au fond, il y en a qui l'ont, et ça a été imaginé un peu comme ça, et c'est pratiqué comme ça, comme étant un peu le jardin de la maison individuelle que l'on n'a pas, quoi. Et donc cette idée, c'est au travers de cet espace public, c'est aussi au fond de restaurer un bien-être qui permet à tous effectivement de profiter de la ville. Alors c'est aussi des événements majeurs vont venir rythmer ces usages. Alors le premier qui a fait date, il est déjà assez ancien, c'était lors de la Coupe du Monde de football de 98, il s'était installé un grand écran, et comme la France a été à l'époque aussi championne du monde, ça a drainé des populations très très importantes. Et là on s'est rendu compte que on pouvait, avec d'autres usages, se réapproprier cet ancien espace portuaire. Et ça a été aussi très très important parce que, comme vous le disiez en préambule, ça va rythmer la vie culturelle aussi, en particulier de la cité autour de cet espace-là. Ce qu'on a noté aussi, c'est que souvent, et malheureusement, il manquait d'espace un peu couvert, un peu dans lequel on puisse s'abriter. C'est tout simple, c'est au fond ça fait référence au quotidien, mais par la chaleur accablante, par les intempéries, au fond on n'a pas forcément pris en compte non plus des pratiques plus personnelles, plus ludiques, de venir pique-niquer dans ces endroits-là, quoi. Par contre, il y a d'autres types d'espaces publics sur Bordeaux où on voit ce phénomène. Quand il fait beau, eh bien les familles, les personnes viennent déjeuner sur l'herbe. Alors, chez les usagers, quand on a fait nos enquêtes, ce qui dominait, c'était le sentiment d'espace et d'ouverture. Alors bien sûr, par rapport à d'autres besoins, ça peut apparaître comme secondaire, mais finalement, c'est pas aussi secondaire que ça, parce que ça engage vers un bien-être et un bien-vivre. Et les quais, les places, ça aère la ville aussi. Surtout une ville comme Bordeaux, qui est très très minérale, très patrimoniale. Enfin, ça a permis de revaloriser des espaces de respiration à l'intérieur de la cité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a été pensé comme ça. Ça a été pensé par les experts et par les autorités publiques. Et la référence, quand on interrogeait les habitants, c'était au fond, c'était que il y avait une sorte d'esprit californien qui régnait le long des quais. Alors c'était pas l'océan Pacifique, c'était la Garonne, mais c'était cette image au fond d'un certain mode de vie apaisé et d'une détente possible pour les populations qui vivent en ville. Alors, des aménagements sont devenus des monuments populaires. Alors, c'est pas le seul, mais à Bordeaux,
face à la façade des quais 18e, c'est le miroir d'eau. C'est devenu un des emblèmes de la ville, comme peut-être comme d'autres. Mais celui-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les pratiques ont dépassé les usages qu'en pensait le concepteur, qui au fond en avait une pensée plutôt, une vocation esthétique pour mettre en valeur ce patrimoine, alors que c'est devenu effectivement un usage et l'objet de pratiques très populaires. C'est devenu la plage, c'est devenu la piscine, c'est devenu le lieu de rencontre, etc. Et ça, c'est intéressant de voir comment, au fond, le concepteur pouvait l'appréhender et comment après les processus d'appropriation ont transformé au fond cette fonction initiale. Et je suis sûr qu'elle ne serait pas pour déplaire bien sûr à Michel Courajou. Alors ce qu'il faut noter quand même, c'est que cet espace public est aussi policé, il est normé, il est contraignant et quelquefois il est guère tolérant vis-à-vis des sans domicile fixe, des petits commerces, des stands où on pourrait manger, des usages sauvages. Là, en l'occurrence, c'était beaucoup plus les skateurs, les rollers, en fait, qui transgressent les règles d'usage. Donc, effectivement, il y a des processus d'appropriation, mais toujours dans un cadre réglementé et normé. Bon, bien sûr, en particulier par la puissance publique et les gestionnaires. Et là, ce qu'on a remarqué aussi, mais sans doute vous l'avez remarqué dans beaucoup d'autres villes, c'est les récents plots de béton qui disent aussi que les temps ont changé et que, en relation avec, bien sûr, la violence terroriste. Mais ça modifie l'image aussi de l'espace public parce que ces blocs, cette matérialité, elle nous dit aussi des choses sur la transformation de notre société. Ça a été aussi la réhabilitation de deux acteurs dans la ville grâce à cet espace public. Ce sont les cyclistes et les piétons qui étaient jusqu'alors marginalisés par l'usage de la voiture, qui étaient marginalisés aussi, en particulier les cyclistes, parce que il n'y avait rien de prévu pour eux. Et grâce à ces espaces publics d'ampleur, au fond, ce qui était à l'origine de la détente, se promener en vélo ou la marche à pied, a essaimé aussi dans la ville. Et ça a amené les politiques publiques urbaines à réintroduire d'ailleurs de manière beaucoup plus centrale ces deux acteurs, alors que jusqu'alors c'était plutôt l'automobile qui était privilégiée. Alors il faut voir que toute l'importance accordée dans les centres-villes à cet espace public, la métropole bordelaise incarne ce processus de transformation sur plus de 50 ans. C'est ce que je voudrais souligner aussi, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que les habitants, ils peuvent être exigeants, concernant la rapidité des transformations, mais c'est un processus qui a pris du temps, y compris dans la pensée des décideurs, pour après, au fond, déjà imaginer que il y a un espace public qui peut être dans un centre-ville de cette ampleur-là, pour après en faire bien sûr une référence pour la vie métropolitaine. Et là, bien sûr, ça s'est couplé aussi à d'autres choses. Il ne faut pas penser que le centre s'est transformé que sous l'effet de l'aménagement de cet espace public, mais aussi l'installation du tramway a été un vecteur très important et associé à la transformation des espaces publics, comme la mise au banc de l'automobile, ou dans le cas bordelais, mais je pense que c'est dans le cas de beaucoup de villes en France, le surinvestissement dans les vieilles pierres. Donc c'est un peu les trois là qui se sont conjugués pour amener à la transformation des centres-villes. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu de temps, Frédéric. Si, bien sûr.
Bon, d'accord, donc je peux continuer. Et ce qui m'a frappé, autant le travail que j'ai conduit sur l'aménagement de cet espace public-là, il résulte au fond d'un travail de chercheur assez classique, en interrogeant les acteurs, en analysant les transformations matérielles. Mais ça m'a fait penser aussi que, bien sûr, dans le monde, il y a d'autres villes qui se transforment et que l'aménagement des quais de Bordeaux, je l'ai retrouvé sous d'autres formes dans d'autres métropoles mondialisées, comme s'il y avait une sorte d'universel de ce qu'est l'espace public proche des fleuves. Et ça, c'est assez intéressant parce que après, on se pose toujours la question de savoir quels sont les effets de cette globalisation, mais aussi en même temps, est-ce qu'il y a des permanences locales en matière d'usage des espaces publics. Et je voudrais citer, je ne vais pas les développer beaucoup, deux exemples que j'ai eu l'occasion soit d'étudier, soit de fréquenter. D'abord, toute l'importance qu'avaient les parcs publics dans une ville comme Curitiba. Alors, peut-être que beaucoup ne connaissent pas Curitiba. C'est une métropole brésilienne qui est de 4 millions d'habitants, qui est au sud-ouest de Sao Paulo, à 400 km de Sao Paulo. Et c'est une ville qui est très réputée par ses systèmes de transport public. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que elle a, cette métropole, gardé depuis une soixantaine d'années des réserves naturelles qu'elle a transformées en parcs de loisirs. Alors bien sûr, la ville n'est pas organisée comme les villes européennes, et c'est d'ailleurs un mixte d'urbanisme un peu à l'européenne et surtout de villes américaines. C'est un peu les deux. Mais les parcs sont emblématiques et les espaces publics donc de ce qu'est l'évolution de cette métropole. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la pratique que les habitants ont de ces parcs, c'est que leur fréquentation est partagée par toutes les composantes de la société locale et donc qui casse avec les codes d'appartenance de classe, qui abroge les inégalités économiques et qui permet au fond à une société de cohabiter temporairement. Et pourtant, bien sûr, tout le monde le sait, au Brésil, on n'a qu'à regarder les prochaines échéances électorales qui apparaissent quand même très graves. Eh bien, on se rend compte que cet espace-là peut permettre à des populations de se voir, de se fréquenter, d'être proches les unes des autres physiquement. Et ça, je pense que c'est aussi important parce que, d'une certaine manière, on donne à voir ce qu'est une société. Et là, il peut y avoir dans ces parcs toutes les catégories de population. Ça peut être ceux qui viennent des condominiums plutôt riches, ceux qui viennent des quartiers populaires, ceux qui viennent des favelas, les classes moyennes qui viennent au fond le dimanche développer des pratiques de loisirs comme il en existe ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ces parcs, ça fait partie de l'identité de Curitiba comme sa rue piétonne. Alors à Curitiba, le centre est en définitive de surface extrêmement petite, mais par contre c'est l'une des premières rues piétonnes qui a été aménagée en Amérique latine. Elle a même été aménagée avant ici à Bordeaux la rue Sainte-Catherine comme espace piéton. Et bien sûr, là c'est là où va se dérouler aussi dans cette rue-là de grandes manifestations publiques, soit de contestation politique, mais aussi des manifestations culturelles. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que là, à côté de cette rue piétonne, il y a vraiment
les restes d'un centre historique tel que nous on peut l'imaginer. Ça n'a rien à voir avec, je suppose, ce qu'a conservé Rouen ou ce qu'a conservé Bordeaux. Et donc les parcs, d'une certaine manière, ils font plus partie aujourd'hui de l'identité métropolitaine de Curitiba. Et je trouvais que le parallèle était assez intéressant pour montrer comment sa valeur, au fond, la valeur de l'espace universel de l'espace public. Et le deuxième exemple étranger dont je voulais parler, c'est Hyderabad. Alors Hyderabad, c'est une métropole indienne qui fait environ 10 millions d'habitants, qui est dans le centre-est de l'Inde et qui n'est pas justement réputée pour la qualité de la vie urbaine, en raison, pour des choses qu'on connaît quand même assez bien, le chaos de la circulation, l'anarchie des flux de mobilité, la cohabitation des bidonvilles, de nouveaux quartiers. Enfin bref, on a l'impression d'être dans une anarchie urbaine très importante. Et il n'y a pas forcément de centre. Il y a autant des quartiers avec une identité très marquée. Et ce qui m'a frappé à Hyderabad, c'est que dans cet univers-là qui traduit une intensité de vie urbaine très importante, eh bien il y a de temps en temps des oasis de verdure. Et c'est le cas de la préservation d'un palais. Alors là, j'espère que je prononce bien. Ça s'appelle le Palace Malahal. Et c'est intéressant, qui est vraiment au cœur de la métropole et qui est enclos de murs en pierre et en plein centre d'un quartier musulman populaire et historique. Et là, il a une vocation de lieu public, puisque bien sûr, il n'a pas l'importance de l'aménagement des quais rive gauche à Bordeaux, où c'est 40 hectares. Là, c'est seulement 4 hectares. Mais il y a des bassins, de beaux bâtiments, des coursives, et c'est un monument extrêmement populaire. On vient pas là pour visiter le musée qu'il y a, on vient là au fond pour se mettre à l'écart vis-à-vis de l'intensité de la vie urbaine qu'il y a autour du palais. Et ça aussi, c'est intéressant de voir comment ils ont réussi à conserver, en fait, dans une métropole, quelquefois dont on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, comme ça, quelques espaces, mais qui sont des confettis dans le développement de la métropole indienne. Et là, c'est pareil, on y trouve les touristes, on y trouve les familles qui viennent le dimanche déjeuner, par exemple, les touristes étrangers aussi, etc. Il y a vraiment un usage qui est multicatégoriel de la part de la population. Et pourtant, en Inde, bien sûr, le mélange des catégories de population est assez difficile à partir du système de caste. Et ce qu'il y a de fort, c'est aussi le contraste entre l'intérieur du palace et l'extérieur. Alors dans le texte que je vous ai donné, j'avais écrit c'est hallucinant, mais c'est le cas parce que c'est le calme contre le bruit, c'est la sensation de respirer enfin dans une métropole indienne et celle d'étouffer dans la majorité des espaces de la ville. On peut se mettre à l'ombre alors que le soleil est accablant. C'est le mouvement des personnes et des véhicules qui est permanent, alors que là c'est le repos et c'est le piéton qui est roi. Et donc il y a vraiment c'est la régularité aussi de l'organisation de cet espace avec le fractionnement spontané des rues alentours, quoi. Donc vraiment il y a un contraste qui est saisissant et qui nous semble passer d'une autre ville à une autre, d'une certaine manière, d'une autre partie de la ville à une autre, mais simplement en passant une porte pour découvrir cet espace-là.
Et moi, j'ai trouvé que l'espace public, au travers de ces 3 exemples de Bordeaux, de Curitiba et de Hyderabad, dans des conditions et dans des contextes radicalement différents, ça donne le pouls de l'activité urbaine aussi, comme pour reprendre un peu la métaphore du battement du cœur avec les centres-villes. Et là, en l'occurrence, c'est au travers de l'espace public qui m'a semblé pertinent de l'aborder. Et pour terminer, bien sûr, on voit quand même toute l'importance que de l'héritage urbain pour, au fond, réaménager ces espaces centraux. Et c'est la capacité des villes, l'exemple de Bordeaux le montre, au fond, à transformer en même temps, à devenir des métropoles, donc à s'étendant quand même sur des territoires de plus en plus importants, et à la faculté aussi à garder l'héritage du centre en l'aménageant avec ces espaces publics. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça correspond à ce que vous souhaitez, et puis voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Guy Tapie. Peut-être prolonger votre intervention par une question. En fait, votre intervention est une sorte d'hymne à la ville européenne au travers de ces espaces publics. Vous avez beaucoup parlé d'espaces publics. La ville européenne, en fait, c'est la ville où il y a le lieu de la ville, le lieu de vie collective en réalité. Et bon, on n'a pas parlé d'ailleurs que de ville européenne, donc ça c'est intéressant. Mais la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est finalement faire battre le cœur des villes, c'est aussi pour enrayer le développement des développements périphériques, de construction très lointaine du centre, pour essayer de faire donc revenir les habitants au centre de la ville. Et est-ce que, dans les exemples que vous citez, Bordeaux peut-être celui que vous connaissez le mieux, est-ce que ce qui a été produit, ces transformations de la ville, est-ce qu'elles ont permis de faire que le centre soit plus habité, mieux habité, avec en plus grand nombre, et que donc l'éloignement périphérique soit un peu stoppé? En tout cas, c'était un argument très important du réaménagement des espaces publics que de faire revenir la population vers le centre-ville. Donc, effectivement, c'était de créer des conditions de vie qui soient d'une certaine manière concurrentielles avec ce que apporte la périphérie et la maison individuelle. Alors, ce processus, il s'est réalisé en partie, il se réalise en partie, puisque effectivement le centre devient accueille de nouvelles populations, mais ça n'a pas freiné non plus l'extension de la périphérie, parce qu'on est à Bordeaux où il y a une croissance démographique assez importante. Donc, en fait, les deux mouvements cohabitent ensemble. Il y a de nouvelles populations qui viennent habiter le centre-ville, et l'aménagement des espaces publics est considéré comme un atout important dans ce mouvement, dans cette attractivité des populations, et en même temps, un même mouvement de développement des périphéries, quoi. Les deux, en l'occurrence, c'est pas des vases communicants, quoi. On espérait faire des vases communicants à une certaine époque, il y a une vingtaine d'années, mais c'est pas des vases communicants. Et est-ce qu'il n'y a pas l'effet TGV dans ce cas-là qui fait que finalement, c'est pas des vases communicants parce que le fait que le TGV arrive au centre de Bordeaux fait qu'il y a d'autres populations, et notamment l'emprise de location courte distance, qui fait que la population ne peut pas revenir au centre. Location de courte durée, pardon. Bien sûr que vous avez raison de souligner cet effet TGV dans l'attractivité qu'a Bordeaux. Alors, c'est de manière assez classique. Les Parisiens, parce que c'est à 2 heures de Paris, les Parisiens qui viennent habiter Bordeaux.
Et ça, c'est un argument qu'on n'entendait pas il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, effectivement, l'effet TGV amène à une transformation d'usage du centre-ville et qui fait après du marché immobilier en particulier, qui fait que Bordeaux, dans le centre-ville, est une ville très très chère. Et même pour une famille qui veut acheter un nouveau logement dans un programme immobilier neuf à Bordeaux, pas très loin du centre ou à proximité du centre, et dans le centre a fortiori, pour le même prix, il a 60 mètres carrés et pour le même prix, il a 120 mètres carrés, une maison individuelle en périphérie. Donc là, il y a des tensions qui existent dans la transformation de la ville sous l'effet effectivement de la réorganisation des quartiers aussi autour de cette ligne TGV, parce qu'il y a une réorganisation de la ville autour de cet aménagement. Et est-ce que dans ce cas-là, on ne voit pas se développer finalement plusieurs centres? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une multicentralité qui se développe, parce qu'il y a la centralité d'origine historique et puis d'autres qui se créeraient, ou est-ce que ça reste des zones périphériques un peu éloignées de tout? Non, il y a bien sûr, il y a l'idée de polarité secondaire. Ça a été, mais ça c'est la pensée des urbanistes, des planificateurs. Peut-être que vous allez en parler après. Bien sûr qu'il y a une idée que, au fond, il y a une centralité historique qui, dans l'image de la ville et dans la représentation, dans les pratiques, est particulièrement important. C'est-à-dire, les étudiants, ils se retrouvent place de la Victoire à Bordeaux. Ils vont pas se retrouver, alors je sais pas si vous connaissez, à Senon ou à Lormont en périphérie, parce que c'est là où il y a toutes les activités urbaines essentielles. Mais l'objectif, ça a été quand même, au travers, là, ça s'est fait beaucoup de l'organisation des mobilités et des transports publics, la création ou la consolidation de centralité secondaire. Bien sûr, ça fait partie du schéma d'aménagement bordelais, ou comme l'ont sans doute énormément de métropoles aujourd'hui. Bon, merci Guy Tapie. Je pense qu'on va vous applaudir pour cette présentation. Vous ne voyez pas la salle, mais vous pouvez au moins entendre les applaudissements. D'accord. Là, je vous vois, vous, et je me vois, moi.